Alors toujours dans ce cours de classe de seconde sur les atomes, noyaux et les électrons, donc on va voir la partie suivante qui concerne le cortège électronique, qu'on appelle aussi le nuage électronique. Alors première partie, donc on va voir les électrons sont rangés par couches électroniques. Donc au cours du XXe siècle, les scientifiques ont élaboré un modèle de l'atome plus riche que le modèle de Rutherford, permettant d'interpréter la formation des ions et des molécules. Alors Rutherford, c'est le premier qui a dit qu'il y avait un noyau qui était au centre et des électrons qui tournaient autour, donc un espèce de mini-système solaire. Mais ce n'était pas suffisant pour expliquer certaines choses. Donc ensuite, les électrons sont en mouvement autour du noyau. On parle de cortège électronique du noyau. Donc, les électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques, par contre. Donc c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui vont être proches du noyau. Le noyau, il est pile au centre. Ici, il est tout petit, puisque on sait que par rapport à l'atome, il est 100 000 fois plus petit. Donc il y a des électrons qui sont assez proches, des électrons un petit peu plus loin, puis d'autres électrons qui sont encore plus loin. Donc on va avoir cette notion de couche électronique en fait. Chaque couche est représentée par une lettre. Pour les atomes dont le numéro atomique est inférieur à 19, les couches occupées sont les couches K, L et M. Après ça continue par ordre alphabétique, donc N, O, P, Q, ainsi de suite. La dernière couche occupée s'appelle la couche externe, forcément parce que c'est les électrons qui sont à l'extérieur de l'atome. Les électrons qui l'occupent sont appelés les électrons périphériques de l'atome. Alors, on va voir tout ça un petit peu en détail. Donc, le modèle de Bohr, qui était donc le mini-système solaire, est faux en fait, parce que donc ça n'explique pas tout en fait. Cette théorie là du système solaire là n'explique pas tout en fait. Donc, que disent les théories modernes sur l'organisation des électrons dans le nuage électronique? Donc, l'atome d'hydrogène possède un électron. Donc comment on le modéliserait? En fait, on le modélise comme ça. On pourrait penser que c'est parce qu'il n'a qu'un seul électron que du coup, on n'aurait qu'un seul point. C'est-à-dire on aurait le noyau pile au milieu et puis un seul point à côté. Et un peu plus tard, on aura un seul point encore à côté. Et donc en fait, si on positionne, si on prend plein de photos, qu'on les superpose, l'électron comme il bouge, il est à plein d'endroits différents. Mais on voit qu'il ne suit pas une courbe précise, il ne suit pas une trajectoire précise, il est un petit peu n'importe où, donc il a un mouvement qui est complètement aléatoire. Donc l'atome vu de près, dans ce cas-là, nous informe que l'électron n'est pas localisé en un point, n'est pas un endroit précis. L'électron n'a pas de trajectoire, mais présent dans un volume qu'on appelle orbital. Donc c'est une zone dans laquelle on va le retrouver très, très souvent en fait. On ne perçoit aucune probabilité de présence, c'est-à-dire on peut savoir quand les points de la photo précédente sont serrés, ça veut dire que l'électron est souvent à cet endroit-là en fait. Et on ne peut pas donner une position précise pour l'électron. Donc à partir de 1920, les physiciens admettent que la position de l'électron ne peut pas être connue avec précision. Par contre, on peut calculer la probabilité de trouver un électron au voisinage d'un point. Dans ce modèle, la probabilité de présence d'un électron à un endroit est caractérisée par le resserrement des points. Plus les points sont resserrés à cet endroit, c'est-à-dire plus l'électron il a de chance d'être là en fait. Donc on est plus sûr de savoir où il est, l'électron. Par contre, on peut avoir trouvé des chances de le trouver en fait. Donc comment évolue la probabilité de présence de l'électron quand celui-ci s'éloigne du noyau? Alors on va regarder les 18 premiers atomes. Donc à chaque fois, on a un seul électron en plus. Donc le H, il a un électron, le He2, ensuite 3, 4, ainsi de suite. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et jusqu'à 18 ici. Donc H1, un seul électron, et comme ça. Donc il faut imaginer que vous avez le noyau qui est pile au milieu à ce niveau-là. Je vais peut-être d'ailleurs le positionner. Hop, ici, voilà. Ensuite, hélium. Là maintenant, cette fois-ci, pourtant, il a deux électrons. Ici, deux électrons. Et pourtant, donc on pourrait se dire que les deux électrons, comme ils se repoussent, ils sont tous les deux négatifs, ils devraient partir sur une zone qui est plus grande. Et pourtant, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce qu'en fait, maintenant, comme j'ai deux protons ici, ça veut dire que là, j'ai deux charges plus au milieu. Donc ça veut dire que chaque électron, qui est une fois négatif, va être attiré deux fois plus fort. C'est pour ça qu'il se rapproche en fait. Si je continue,
là, par contre, on a un truc bizarre. On se dit, bah, il y a 3 électrons, donc ça veut dire qu'au milieu, je devrais avoir G 3 charges positives, 3 plus, donc ça devrait attirer encore plus. Mais par contre, on voit que le 3e électron, là, il se met plus loin. Et donc, on commence à remarquer qu'il y a une histoire de couche. Il y a 2 électrons qui sont sur la couche, bon, là, qu'on a dessiné en bleu, même s'il n'y a pas de couleur dans l'atome, et une couche qui est dessinée en rouge, ici. Et si on continue, on est toujours dans la 2e couche. Donc là, il y a 4 électrons en trou, et puis donc du coup, ça se rapproche de plus en plus, parce que l'électron, le noyau qui était au milieu, maintenant, il a 10 charges positives, il y a 10 protons, et donc il y a 10 charges positives, donc ça va attirer 10 fois plus fort que s'il n'y en avait qu'un seul. Donc c'est normal que les électrons ils soient plus rapprochés du noyau. Et si on continue, on passe à 11, on peut remarquer que là, il y a une 3e couche qui se met en place, alors que pourtant, on a ici, on a 11 protons dans le noyau, donc on devrait se rapprocher encore plus. Mais on voit qu'il y a une couche à l'extérieur qui se positionne, donc que le 11e électron, il est un peu plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a une 3e couche qui se crée. Là, une couche qui est dessinée ici en jaune. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les zones de points colorés sont appelées des couches électroniques. Donc là, on a vu qu'il y en avoir 3. Si on repasse les 18 diapositives qu'ont voulu montrer à votre avis les auteurs de cette modélisation, eh bien qu'il y a 3 couches. Donc les électrons d'un atome se répartissent en couches électroniques que l'on repère par une lettre, en commençant par la lettre K, pour la couche la plus proche du noyau, puis L, M, N, ainsi de suite. Donc là, la couche K, qui était dessinée en bleu, la couche L, donc il y a la K en bleu et la L en rouge, et ensuite les 3 couches, donc K, L, M. Chaque couche ne peut contenir qu'un nombre maximum donné d'électrons, c'est-à-dire il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc c'est limité. Et la couche K, elle peut contenir au maximum 2 électrons, la couche L peut en contenir 8, la couche M peut en contenir 18. Alors maintenant, on va voir dans le cortège électronique toujours les sous-couches électroniques cette fois-ci. On avait vu les couches, maintenant on va voir les sous-couches. En fait, les couches sont découpées en sous-couches. C'est-à-dire que la couche numéro N, elle possède N sous-couches. C'est ce qu'on voit ici. Par exemple, la couche numéro 1, elle possède une seule sous-couche. La couche numéro 2 en possède 2. La couche numéro 3, alors on possède 3, la 3e n'est pas donnée là, ce serait la 3D ici. Ensuite, le nombre maximal d'électrons est toujours le même. Donc la couche numéro 1, on avait vu 2 électrons. La couche numéro 2, 8 électrons. On avait dit que pour la couche numéro 3, c'était 18. En fait, c'est 8 dans un premier temps et plus 10 dans un deuxième temps, notamment avec la sous-couche 3D. En fait, donc on retrouve bien les 18 qu'on avait dit précédemment. Ensuite, chaque couche est découpée en sous-couches. Donc dans la couche 1, il y a la sous-couche 1S. Et vous regardez, à chaque fois, la première sous-couche se nomme toujours S. La deuxième, elle se nomme P. La troisième, donc, elle se nomme D. Et à chaque fois, la sous-couche S ne contient que 2 électrons. La sous-couche P en contient 6. Donc on retrouve bien que avec les sous-couches, on peut avoir que 2 électrons dans la couche 1. Ensuite, avec 2 plus 6, ça nous fait bien 8 électrons dans la couche 2. Et ensuite, avec 2 plus 6 et normalement plus 10, ça nous fait 18 électrons dans la couche 3 en fait. Donc, on a 1S, ensuite on a 2S et 2P, ensuite on a 3S, 3P, 3D. Donc c'est la première couche, deuxième couche, troisième couche. Donc ce qu'on a appelé la couche K, ça la couche L et ça la couche M. On retrouve ça donc montré différemment. Donc les couches, donc les électrons vont d'abord se positionner sur la couche la plus basse ici. Les électrons se mettent d'abord là. On peut en mettre 2. Une sous-couche S ne peut en contenir que 2. Ici, on peut, sur la deuxième couche, on peut en mettre 2 avec la sous-couche de S. Et ensuite,
6 de plus avec la sous-couche P. Donc ce qui fait 8 électrons en tout. Ici, ça en faisait 2. Et là, on fait pareil. Donc il y a 2 plus 6 plus 10. Voilà. Donc ce qui nous fait les 18. Et on continue ainsi de suite. Donc à chaque fois, la couche numéro 4 là, a 4 sous-couches. La couche numéro 5 a 5 sous-couches, ainsi de suite. Alors l'atome, quand on le voit de près, donc il est comme ceci. Donc on avait juste avant la sous-couche 1s, elle est parfaitement sphérique. La sous-couche 2s, elle est sphérique mais un peu en double couche. Ensuite, les sous-couches P, elle a une forme un peu bizarre, un petit peu en 8. Ici, là, c'est comme si. Donc en fait, le noyau il est au milieu. Donc l'électron se déplace dans une zone qui est un peu en 8 en fait. Ensuite, la sous-couche 3S, à chaque fois que c'est S, donc c'est sphérique en fait, mais on remarque que là, il y a trois épaisseurs, une là et une là. Donc c'est une sphère en triple couche en fait. Donc toutes les sous-couches ont des formes particulières. Voilà, donc on va voir plutôt comme ceci. Donc les sous-couches S, elles sont en forme sphérique. Les sous-couches P sont en forme de 8, tournées selon 3 possibilités. Les sous-couches D, il y en a 5 en forme de double 8, et puis là c'est encore plus complexe. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est que bon, si on veut faire simple, on veut éviter ces histoires de formes. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que les sous-couches, c'est simplement, ça représente des formes dans lesquelles les électrons peuvent passer. Est-ce que vous représentez en fait chaque forme par un carré, et dites-vous que dans chaque carré, en fait, on peut mettre 2 électrons à chaque fois. Et donc, on retrouve bien 2 électrons pour une sous-couche S. On retrouve en tout 6 électrons pour une P. Ensuite, là, 5 x 2, 10 électrons pour une D. Et là, 14 électrons pour une sous-couche F. Donc, on retrouve les 2, 6, 10. Donc, qu'on avait vu pour les sous-couches S, sous-couche P, sous-couche D et sous-couche F. Une autre façon de les repérer, mais c'est surtout ici pour voir que l'ordre n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, si on représente ici les couches électroniques, la couche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ainsi de suite. Maintenant, avec les sous-couches qui les composent, donc la K a une sous-couche, la L a 2 sous-couches, la M a 3 sous-couches, la N 4, ainsi de suite. Sauf que on ne va pas dans l'ordre avec la première ici 1S, ensuite 2S, 2P, 3S, 3P aussi. Là, ça va. On devrait normalement aller à 3D, faire toutes les sous-couches de la troisième couche. Mais là, on voit qu'il y a là une sous-couche de la quatrième couche là qui s'insère. Quand on fait pour le remplissage, on monte en fait. On part des plus bas et on remonte. Et on voit que du coup, après, il y a des croisements en fait qui se mettent en place. Donc du coup, il y a une certaine complication. On remplit pas bêtement en fait les sous-couches dans l'ordre. Donc normalement ça devrait être ça. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et ensuite 4S, 4P ainsi de suite niveau 4 parce qu'il y a la 4S qui s'insère ici comme c'est indiqué là, la 4S qui s'insère. Donc du coup il y a des petites complications qui se mettent en place. Autant c'est simple au début, c'est bien dans l'ordre des couches, mais autant là ça se complique. Donc du coup, il va y avoir une méthode simple pour pouvoir comprendre comment ça se décale. Donc c'est que vous notez toutes les sous-couches, mais de manière décalée. À chaque fois, vous décalez d'un cran par rapport à la ligne suivante. Donc ça vous fait une présentation en escalier. Et ensuite, donc cette présentation-là, elle est en escalier ici. Voilà, on a tout décalé d'un cran. Et ensuite, vous lisez en remontant. Et donc, ce qui fait que si on lit ça, on voit que on commence par la sous-couche 1S, ensuite 2S, ensuite 2P, 3S, 2P, 3S, ensuite 3P, 4S, 3P, 4S, ensuite 3D, 3D,
4P, je remonte 4P, 5S. Ensuite 4D, 5P, 6S. 4D, 5P, 6S. 4F, ainsi de suite. Voilà. Donc, on a bien la première couche ici, on a bien la deuxième couche, mais après, la troisième couche, elle est ici, coupée par la quatrième couche qui vient s'insérer. Et ensuite, si on regarde bien la quatrième couche, elle-même, elle est entrecoupée par la 5S qui vient s'insérer. Donc, ce qui fait qu'on a une autre manière de voir là que les niveaux se croisent. Les couches électroniques se croisent. Donc, au niveau de la première couche, ça va bien. Deuxième couche, deux sous-couches, ça va encore bien. Et c'est à partir de la troisième couche que ça commence à se compliquer. Vous avez la première sous-couche, donc 4S, qui vient un peu plus bas, qui vient s'insérer ici entre les couches de la sous-couche, entre les sous-couches de la couche 3 en fait. Alors du coup, on va voir ce qu'on appelle la configuration électronique. Ça permet de savoir comment les électrons sont rangés. On a deux manières. Soit on a la configuration électronique avec les niveaux. Donc on prend les niveaux K, L, M et on note le nombre d'électrons qu'il y a sur chaque niveau. Ou alors avec les sous-niveaux, donc les 1S, 2S, 2P, ainsi de suite. Et de la même manière, on va noter combien il y a d'électrons dans chaque sous-couche en fait. La petite différence, vous voyez qu'ici, pour les niveaux, il y a des parenthèses, alors qu'on n'en met pas pour les sous-niveaux. Et le principe est à chaque fois le même. On va mettre tous les niveaux, toutes les couches dans l'ordre avec le nombre d'électrons. Et là, toutes les sous-couches dans l'ordre avec le nombre d'électrons qu'il y a dans chacune d'elles. Alors, par contre, il y a des règles, des petites règles pour que les électrons soient correctement rangés. Il y a 3 règles en fait. C'est les règles de remplissage des sous-couches. Vous avez la règle de Kleshkovsky, donc vous avez ici, l'ordre des sous-couches est imposé. Donc c'est lui qui a indiqué l'ordre, et donc c'est 1S comme on a vu tout à l'heure, 2S, ensuite 2P, ensuite 3S, 3P. Donc au début tout va bien, tout est dans l'ordre, et c'est là qu'on a vu que ça commence à se croiser à partir de après la 3P. Et après c'est toujours dans le même ordre. Ensuite, la règle de Pauli. Les cases quantiques contiennent 2 électrons au maximum. Donc ça veut dire qu'en fait, donc Pauli il est ici, ça veut dire que dans la sous-couche S, on peut mettre 2 électrons. Dans les sous-couches P, on peut mettre 6 électrons, puisqu'il y a 3 cases là-dedans. 3 fois 2, ça fait 6. Dans les sous-couches D, on peut mettre 10 électrons. 2, 6, 10. À chaque fois, il y a 4 de plus. Là, plus 4 électrons à chaque fois. Donc ça veut dire que c'est limité. Toutes ces sous-couches ont un nombre limité d'électrons donc à positionner. Ensuite, la règle de Hund, donc qui est ici. Donc dans une sous-couche, les électrons sont d'abord seuls, puis appariés s'ils sont en nombre suffisant. Donc, par exemple, si je prends la sous-couche 3P, hop, hop, 3 cases quantiques, donc je vais mettre d'abord les électrons tout seuls, et ensuite, si j'en ai plus, je peux les mettre par 2. Et on retrouve que là, la sous-couche P, je peux en avoir 6 au maximum en fait. Alors, on va faire un petit exercice pour s'entraîner. Ici, indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Corriger celles qui sont inexactes. Alors, l'atome de silicium, le symbole Si14, ça veut dire quoi? Qu'il a 14 protons dans son noyau. Ça veut dire qu'il a aussi 14 électrons. Donc, il y a 14 électrons à ranger. On voit qu'ici, il y a 2 plus 8, ça fait 10, plus 3, il n'y a que 13 électrons qui sont rangés. Donc, ça veut dire qu'il en manque un. Donc, ça veut dire qu'il fallait mettre un 4 ici à la place du 3. Donc, cette phrase-là était fausse et on la corrige facilement. Ensuite, K2L6M4 est la structure électronique de l'atome de magnésium de numéro atomique Z égale 12. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 protons dans le noyau. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi 12 électrons à ranger. On voit que j'ai 2 plus 6, ça fait 8, plus 4, ça fait 12. Donc, j'ai bien 12 électrons qui sont rangés. Ça, c'est bon. Sauf que on sait que dans la couche L, je peux aller jusqu'à 8. Donc, ça veut dire que je dois aller jusqu'à 8 avant de pouvoir remplir la suivante. Donc, je fais d'abord K2L8, ça fait 10 électrons, plus les 2 qui restent pour aller à 12, donc M2. Donc, c'est là qu'il y avait une erreur, et également ici. Donc, cette phrase, elle était également fausse. Alors maintenant, comment je vais écrire
cette configuration électronique en sous-couches. Donc, je positionne d'abord les sous-couches. Donc, hop, je suis allé un petit peu vite. Donc là, c'est 2P, ensuite 3S, 3P, 4S. Je ne sais pas si j'aurai besoin d'aller jusque-là, on verra. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut? Déjà en S, je peux en mettre 2, donc ça fait déjà 2 électrons. Là, je peux en mettre 2 maxi, ça m'en fait 4. Là, je peux en mettre 6. Donc j'ai 2 plus 2 plus 6, ça m'en fait 10. Et je dois aller à 12. Donc du coup, je peux encore en mettre 2 ici sur la couche S, ça tombe bien, je suis limité. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de la couche 3P et sous-couche 3P, ni la sous-couche 4S. Voilà, on remarque bien, il y a la première couche, ensuite la deuxième couche, et là, la troisième couche. Avec 2 ici, c'est ce qu'on avait là. Ensuite, ici, 2 plus 6, c'était le 8, c'est ce qu'on avait ici. Et les 2 ici, qu'on a ici. Donc, vous voyez que là, c'est un peu, avec les sous-couches, c'est un petit peu plus détaillé qu'avec les couches qui est ici. Mais le principe est le même. Chaque sous-couche a un nombre de places limité, donc on ne peut pas dépasser un certain nombre. C'est 2, 6, 10. Donc, pour vous entraîner, sur le livre scolaire, vous avez ces exercices-là qui correspondent à cette partie sur les configurations électroniques. Ensuite, les électrons de cœur et de valence. En fait, c'est assez simple. Maintenant, si vous avez compris la configuration électronique, donc ça va être très très simple. Les électrons de cœur, c'est ceux qui sont les électrons des premières couches en fait. Donc c'est-à-dire les couches qui sont à l'intérieur, donc c'est celles qui sont plus près du noyau. Donc si vous avez le noyau, vous avez la couche numéro 1, ensuite la couche numéro 2, ensuite la couche numéro 3, ainsi de suite. Donc les couches, s'il y a 3 couches qui sont remplies, ça, c'est la couche qu'on dit de valence, c'est-à-dire la dernière couche remplie, ou on dit aussi la couche externe, puisque ça correspond à la couche qui est à l'extérieur. Et là, c'est les couches internes, donc c'est les électrons de cœur. Par exemple, ici, vous allez avoir donc ici les couches de valence. Donc avec 2 plus 3, ça fait 5 électrons de valence, ici. Et là, vous avez les électrons de cœur avec 2 plus 2 plus 6, ce qui nous fait 10 électrons de cœur. Voilà, on peut faire un petit exercice pour s'entraîner. Donc le sel de table que nous consommons dans notre alimentation est indispensable à l'organisme en quantité limitée. C'est en réalité du chlorure de sodium, un solide ionique. Donc donner la structure électronique de l'atome de sodium, donc Na1123. Alors, on veut la structure électronique de la configuration. Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'on a Z égale 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 11 protons. Si ça veut dire 11 protons, puisqu'on nous parle du noyau, il y en a le même nombre d'électrons. Donc j'ai 11 électrons à ranger. Donc je recommence comme d'habitude au niveau des sous-couches. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, c'est toujours le même ordre. J'ai 11 électrons à ranger. Déjà, je peux en mettre que 2 ici. Plus 2, ça en fait 2 et 2, ça fait 4. Plus 6, ça fait 10. Donc là, je peux en mettre qu'un seul. Et donc, je n'ai pas besoin de la sous-couche 3P. Donc niveau 1, couche 2, couche 3. Pareil pour l'atome de chlore, on va faire pareil. Donc l'atome de chlore, Z égale 17, ce qui me donne 17 protons. Ça veut dire 17 électrons, j'ai 17 électrons à ranger. Donc je vais faire pareil, 1S, donc je peux recopier directement ici, puisque le début c'est toujours le même en fait. Alors là pour l'instant j'ai 2 et 2, 4 plus 6, ça fait 8 électrons, 10 électrons, pardon. Donc je peux en rajouter encore 2 avec la 3S. Derrière, j'ai la 3P. Donc j'en suis à combien? Là, j'en suis à 2, 10. Je suis à 12 et il faut aller à 17. Donc je peux m'arrêter à 5 ici. J'avais 17 électrons en tout à ranger. Voilà, on retrouve la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3. En déduire la famille des ions sodium et chlore que nous ingérons. Alors, je vous donne une petite astuce. Donc, la solution, c'est ici. En fait, l'atome de sodium perd un électron pour former l'ion Na+. Alors, on a un électron qui est ici tout seul. Ben, cet électron, qu'est-ce qui va se passer? Comme il est tout seul sur la couche 3, en fait, il va partir. Voilà. Il va s'enlever, s'éliminer. Et puis, du coup, on va se retrouver avec seulement 2 couches qui vont être remplies.
Pour l'atome de l'ion chlore, ça va être pas tout à fait la même chose. On voit qu'ici, on n'est pas loin d'arriver à la saturation 3p6 ici. Donc il suffit de rajouter un électron. Voilà, donc le chlore devient chlore moins ici. Et donc on a l'ion chlorure. Donc en fait l'idée, on le verra un petit peu plus tard, c'est que les couches soient totalement remplies. Comme ici, l'atome Na devient l'atome Na+, parce qu'il a perdu un électron. Alors, en guise d'exercice d'entraînement, là pour les configurations, vous avez ceci sur le livre scolaire. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.